Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Chronique Agora, et nous avons le plaisir d'accueillir Charles Sana, éditorialiste économique et fondateur du site d'actualité Insolentiae. Donc merci d'être avec nous. Si on vous a réunis tous les deux, c'est pour faire le point sur la situation politique et économique après une semaine assez mouvementée en France, puisque nous avons appris la nomination de François Bayrou au même moment que la dégradation de la note souveraine française par l'agence de notation Moody's. Donc Charles, comment est-ce que vous interprétez cette nomination? Et est-ce que François Bayrou serait capable, selon vous, de rassurer les marchés financiers tout en évitant un blocage institutionnel? Bonjour tout le monde, bonjour Marie-Constance, bonjour Philippe, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Sacrée question, très vaste question et très difficile réponse. Alors simplement, bon, juste comme ça, les trois petits éléments de réflexion qu'on peut partager tous ensemble. Le premier, c'est qu'effectivement, au moment où François Bayrou est nommé Premier ministre, ou à vraiment quelques heures d'intervalle, l'agence Moody's dégrade la notation de la France. Bon, le message est clair, il n'y aura pas de complaisance particulière Monsieur Bayrou ne sera pas considéré comme le chouchou des marchés. Voilà, donc là-dessus, je dirais qu'il n'y a pas, Monsieur Bayrou n'est pas une assurance tout risque pour les finances de l'État et en tout cas pour empêcher une attaque des marchés financiers et une crise financière. Deuxième élément de réflexion, je trouve ça enfin, c'est assez intéressant de sortir du champ de l'analyse pure là pour juste regarder comme ça les petits détails qui peuvent être parfois soit croustillants, soit tristes, mais l'âge du capitaine Barnier ou l'âge du capitaine Bayrou, c'est le même. Je sais pas, je trouve ça assez symptomatique d'un moment, d'une époque, d'une période bien spécifique. Donc on est allé chercher deux anciens. Alors bon, moi ça c'est pas pour me déplaire, hein, compte tenu de l'état de la situation du pays. Je pense que les petits genoux c'est bien gentil, c'est charmant, mais enfin bon, à un moment donné, il faut un petit peu d'expérience, il faut avoir un peu vécu, il faut avoir beaucoup d'épaisseur pour affronter effectivement les grands vents de l'histoire. Mais pourquoi vous parlez de l'âge de ces deux messieurs? C'est pas pour faire du vieillisme ou de l'antigénisme d'ailleurs, mais simplement pour dire, regardez comme les profils sont similaires, regardez comme ils se ressemblent. La situation, elle n'a pas évolué d'un iota, le blocage politique, il est toujours le même. Et donc, je vois pas comment Bayrou, 73 ans, pourrait faire tellement mieux que Barnier, 73 ans, si ce n'est qu'on a tous bien vu que l'objectif, là, c'est d'exclure le RN, d'exclure LFI, de gouverner au centre, entre une alliance, espèce de comité de salut public, de front républicain et de gouvernement républicain d'intérêt général pendant une période indéterminée, pouf, qui va de LR au PS, avec cette fameuse idée d'accord de non-censure. Bon, ça, c'est le job de Bayrou. Le problème, c'est que Bayrou, à un moment donné, il va devoir faire un budget. Et que quand on va faire un budget, eh ben, on rentre dans le détail et c'est là qu'on rentre dans les crispations politiques. Et c'est là que je vois pas comment il va réussir à faire l'alliance de la carpe et du lapin, de LR plutôt libéral au PS qui veut taxer tout ce qui bouge. Et là-dessus, vous avez une différence philosophique de vision économique qui est fondamentale sur ce spectre politique dit central. Et donc, ça va être difficile pour François Bayrou de réussir à maintenir cette alliance en faisant un budget qui tienne la route. Alors, bon, euh, là, François Bayrou, dans tout ça, il a une chance. C'est que en Allemagne, il n'y a plus de gouvernement non plus. Donc, ça va, ça va laisser aller, on va dire, jusqu'à février. Enfin bon, les élections allemandes sont prévues fin février 2025. Donc, ça va laisser déjà la France jusqu'à fin février 2025 avant d'être ennuyé. Puis, il faudra que l'Allemagne trouve un gouvernement, qu'un gouvernement allemand trouve ses marques. Et là aussi, la crise politique en Allemagne va être profonde, durable et l'instabilité politique importante. Donc, finalement,
Ce qui va plutôt faire les affaires de François Bayrou et de la France, c'est plutôt l'incapacité allemande aussi, et l'instabilité politique allemande également, qui affaiblit l'Allemagne, qui du coup va nous tailler un petit peu moins de croupières ou va se montrer peut-être moins véhémente, ou avec moins de capacité d'être véhémente vis-à-vis de la France. Et enfin, le dernier élément de réflexion que je voulais partager avec vous, bien, c'est cette séquence absolument incroyable, politiquement lunaire, qui psychologiquement révèle les failles, à mon sens, d'un homme qui s'était préparé toute sa vie aux plus hautes responsabilités, aux plus hautes fonctions de l'État. Je pense évidemment à François Bayrou. François Bayrou qui, en pleine conférence de presse, on le sent totalement inintéressé et lassé par ce qui se passe à Mayotte. Donc lui, il s'en va, il dit ouais, je vous laisse entre les mains du ministre de l'Intérieur, hein, qui va répondre à vos questions. C'est pas de mon niveau, hein, une catastrophe humanitaire comme ça, c'est pas de mon niveau. Moi, je mérite beaucoup mieux. Le lendemain, il s'en va à Pau en avion, en jet privé, il prend son Falcon pour mieux nous faire, je suppose, la leçon sur le tri de mes poubelles et mon bilan carbone et le fait que vraiment, vraiment, j'ai intérêt à faire pipi sous la douche parce que sinon je vais tuer l'environnement et la planète. Donc, je pense qu'il va me faire des leçons écologistes comme ça dans les semaines qui viennent, surtout pour mieux me taxer. Mais bon, monsieur se déplace en Falcon. Il se déplace en Falcon, non pas pour aller voir, soutenir nos concitoyens et compatriotes de Mayotte qui sont dans une situation absolument humanitaire dramatique. Non, 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 non. Il va à Pau pour son conseil municipal, parce que monsieur veut rester Premier ministre, veut être Premier ministre, mais rester maire de Pau. Cela dit, on le comprend, le pauvre, il sait que son poste de Premier ministre est un CDD dont la date limite n'a même pas été fixée. Il ne sait pas s'il a un CDD de 6 mois, un CDD de 3 mois ou un CDD de 15 jours, le pauvre, mais à ce rythme-là, ça va plutôt être un CDD de 15 jours. Et donc, il va à Pau. Là, il y a un petit conseiller municipal, sans doute de l'opposition, qui a l'outrecuidance de lui dire, mais monsieur, votre place, elle n'est pas là. Qu'est-ce que vous faites ici à Pau? Vous êtes Premier ministre, monsieur. Vous êtes même plus maire de Pau, vous êtes Premier ministre. On a des concitoyens qui souffrent à Mayotte et vous, vous êtes là en train d'être au conseil municipal. Que faites-vous ici? A priori, jusqu'à ce que ce conseiller municipal de l'opposition lui dise cette grande vérité, monsieur Bayrou était passé complètement à côté de ce qu'il se passait à Mayotte et donc de sa fonction de Premier ministre. Et donc là, M. Bayrou a annoncé qu'il allait se rendre évidemment à Mayotte. Et entre-temps, le président de la République a dit ah ben, moi aussi, je vais y aller. Bref, on est sur une séquence complètement lunaire. Monsieur Bayrou est très heureux, et c'est comme ça qu'on peut le percevoir psychologiquement. Il est tellement heureux d'être Premier ministre. Il a attendu ça toute sa vie d'être Premier ministre qu'il en a oublié les fonctions même de Premier ministre. Je crois que ça augure parfaitement mal de ce qui risque de se passer dans les semaines et mois qui viennent. Et j'espère me tromper et j'espère que François Bayrou va se ressaisir à très très grande vitesse pour rentrer dans le costume de la fonction parce que là, très clairement, il est resté en jogging, hein, le garçon. Alors Philippe, est-ce que vous pensez qu'il risque de subir le même sort que ses prédécesseurs ou est-ce qu'il va connaître un avenir peut-être plus radieux? Je ferai la même réponse que Charles. Vaste question qui relève davantage de la boule de cristal. On a un François Bayrou qui rêvait de rentrer dans l'histoire et c'est l'histoire qui est en train de lui rentrer dedans. Et est-ce qu'il va tenir le choc? La question se pose. Outre l'épisode Mayotte qui met en lumière sa capacité à réagir à l'imprévu, à l'exceptionnel et comment la nation démontre sa solidarité, comment un Premier ministre prend en main les choses importantes, hein, puisqu'on parle de plusieurs centaines de victimes, alors que à la mairie de Pau, que je sache, il n'y avait pas d'enjeu humain majeur. Euh, mais ça, c'est presque banal en regard de l'histoire telle qu'elle est en train de s'accélérer au Proche-Orient, aux États-Unis, peut-être même en Chine.
Parce que là, bon, Monsieur Bayrou se retrouve l'héritier du même bilan que Monsieur Barnier, sauf que lui, il sera probablement encore en poste le 20 janvier prochain, avec l'investiture de Donald Trump. Donc, quelque part, il va devenir le premier interlocuteur des États-Unis, alors peut-être pas pour les questions de défense pure, mais enfin quand même pour tout ce qui relève de la sécurité, des échanges d'informations avec la CIA et les 23 autres agences américaines. C'est lui qui va être aux responsabilités. C'est lui qui va devoir gérer la nouvelle approche commerciale de l'équipe Trump vis-à-vis des partenaires européens. Il y a intérêt à ce que Bayrou il soit costaud, bien conseillé, avec peut-être même des gens capables de véhiculer des messages auprès des Américains. Enfin, on sait qu'on connaît la méthode de gouvernance de Trump, c'est comme lors d'un match de catch, il arrive, il prend le micro, il menace ses adversaires de les découper en petits morceaux, et puis bon, après, sur le ring, on voit que c'est une chorégraphie qui a été parfaitement élaborée, et les choses se passent bien. Mais enfin, on a aussi des exemples où ça s'est pas très bien passé avec Trump entre 2017 et 2021. On va pas refaire l'histoire, mais il y a quand même des pays, comme on dit, qui l'ont un petit peu senti passer quand les États-Unis leur retirent leur soutien, etc. Donc il y a le dossier américain qui attend M. Bayrou. Et puis il y a le dossier Proche-Orient, où l'histoire est en train de s'accélérer complètement. Bachar el-Assad a donc fui le pays. Euh, la Turquie d'Erdogan, évidemment, vise à reconstituer une partie de son empire ottoman découpé en 1919 par l'accord Sykes-Picot. Euh, je pense que la Turquie va rapidement mettre la main sur le Kurdistan et voir également sur la petite frange côtière du Liban, la ville la plus connue, c'est Latakia, c'est un port qui aujourd'hui est une base russe. Mais l'avantage, c'est que si d'un seul coup vous vous emparez de cette petite bande côtière, eh bien ça vous donne le droit d'exploiter enfin, ce qu'on appelle le territoire maritime. Et il y a du gaz au large du Liban, il y a du gaz au large de Chypre. Et si la Turquie s'emparait d'un bout du Liban, ça leur donnerait le droit d'exploitation sur du gaz en Méditerranée. Ça modifie complètement l'échiquier géopolitique parce que la Turquie aujourd'hui reste assez dépendante quand même du pétrole, du gaz ou russe ou saoudien, etc. Ça modifierait également les rapports entre la Turquie et l'Iran. Donc là, voilà pour le nord de la Syrie, qui n'existera, à mon avis, plus en tant que tel d'ici quelques semaines. Au sud, donc, Israël s'empare non seulement du Golan, mais du mont Hermon, ce qui fait que Israël domine complètement la plaine de Damas. Et vous avez l'Arabie saoudite, qui, elle, a aussi des vues sur le sud de l'Irak. Donc ce pays va être démantelé. Et là, si j'ose dire, le train de l'histoire est parti sans nous. On n'a plus vraiment de ministre des Affaires étrangères, ou comme je le disais, on avait un ministre étranger aux Affaires qui s'appelait Stéphane Séjourné. Et vous avez un nouveau ministre qui a fait une tournée en Afrique et qui a réussi en 48 heures à faire que le Sénégal nous donne notre congé. Et 48 heures plus tard, c'était le Tchad. Et il y a une semaine, les derniers avions français qui étaient au Tchad et qui étaient un bon poste d'observation sur la zone Centre-Afrique, on a perdu notre dernier point d'appui. Et on n'est plus au Mali, plus au Niger, plus au Burkina Faso, plus au Gabon, plus au Togo. En 7 ans de Macronie, nous avons été balayés
de l'Afrique. On se souvient de cette visite calamiteuse de Macron au Liban après l'explosion du port de Beyrouth, où là, d'un seul coup, la, la- la- on prend la mesure du vide sidéral des propos de Macron par rapport à l'influence réelle de la France au Liban. Bref, moi, ce qui m'inquiète, c'est que l'histoire est en train de s'accélérer et nous sommes complètement hors de l'histoire parce que nous n'avons plus de diplomatie. Et la seule chose que l'on entend, où là il y a une ligne, si j'ose dire, une ligne dure, c'est Macron qui veut faire la guerre à Poutine. Mais on a tout à redouter de ce genre de déclaration d'intention. Imaginons qu'un jour on soit pris au mot, ça va très très mal se passer pour la France, comme si on n'avait pas assez de problèmes comme ça. Et le problème de la diplomatie, c'est que en perdant tous nos contacts privilégiés en Afrique subsaharienne, en Afrique équatoriale, Centrafrique avec le Tchad, on n'a plus rien au Proche-Orient. Avec qui va-t-on commercer dans le monde et dans quelles conditions? Parce que quand même si les pays africains tous réunis, ça fait évidemment pas l'équivalent des échanges entre la France et la Chine, il y a quand même une manière de débouchés commerciaux qui vient de nous échapper. Donc, François Bayrou, c'est pas que un problème de dette. Un problème de dette, bah, ça peut se résoudre avec du commerce extérieur, avec plus d'exportation. On sait encore faire des choses en France. Mais si on arrive complètement affaibli face à Trump, mais il va nous écraser, et il s'en cache pas. Donc, tous ceux qui veulent résister face à Trump, ils savent il faut être fort, il faut avoir une diplomatie forte. Et on a disparu d'Afrique. On est remplacé par qui? Bah, par les Américains. Bon, par les Russes, en partie au Mali, au Niger. Alors bien sûr, on nous parle des sinistres Wagner. Enfin, n'empêche que bon, ils ont beau être sinistres, ils ont pris notre place. Et les États-Unis ont mis bien sûr des pions pour commercer à notre place avec les pays africains. La Syrie, bah, les États-Unis et Israël, évidemment, sont les maîtres du jeu. Nous, on était des alliés de la Syrie, mais je vous parle de ça, c'était du temps de De Gaulle. On n'a plus rien, le Liban, on n'y est plus. L'Asie et la Chine, mais je n'ai pas vu de, de grands contrats, de déclarations communes entre la France, Xi Jinping, depuis au moins 5 ans. Donc je dis que là, Monsieur Bayrou, s'il veut redresser la France, il faudrait, en plus d'une certaine rigueur dans la gestion, être capable de dire, regardez, la France, oui, mais nous, on a nos débouchés en Afrique, on a nos alliés au Proche-Orient. Trump, il nous respecte parce qu'ils savent qu'on a quand même une position diplomatique dans le monde, etc., que la France est écoutée, mais la France n'est plus rien. Et là, je me demande comment M. Bayrou va faire avec cette réalité. Ou alors, peut-être qu'après, je ne sais plus combien d'années, en tant que patron du commissariat du plan, il nous sorte effectivement un plan. Mais je voudrais quand même dire à ceux qui nous regardent et qui sont également des contribuables que vous avez payé très cher le commissaire au plan et la centaine de personnes qui sont à son service payées avec vos impôts. Jusqu'à présent, nous n'avons aucun rapport qui nous permette d'évaluer comment M. Bayrou voit la situation économique. Et, et le commissaire au plan, pour l'instant, n'a produit aucun plan avec l'argent des contribuables. Donc, effectivement, j'avoue que je me pose beaucoup de questions. Donc, est-ce que la France, elle peut encore réduire le fossé qui existe entre elle et les États-Unis et redevenir un acteur compétitif sur la scène mondiale? Est-ce que c'est irréversible? Pas du tout. Rien n'est irréversible. Le monde est fait de grandeur et de décadence, de crise, de moments d'expansion et de moments de contraction. Donc la France vit aujourd'hui un moment de décadence, un moment de contraction évident, un moment
un moment où effectivement notre pays est totalement renvoyé dans les cordes et dans les limbes de l'histoire. Donc là, je crois qu'on est évidemment tous d'accord avec le constat de Philippe que je partage pleinement. Alors, je compléterai peut-être par une autre réflexion qui consiste à dire, parce que Philippe a pas eu le temps, enfin, il l'a abordé en filigrane et de manière un petit peu sous-entendue, mais en disant après 7 ans de macronisme. Mais en fait, le macronisme, c'est la destruction consciente et organisée, notamment des capacités diplomatiques de la France. D'accord? C'est-à-dire que ça a été consciemment organisé par M. Macron. Alors, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, on partage ou pas la vision politique de ce président de la République. Moi, je la partage absolument pas. Euh, Quelle est-elle? Elle est extrêmement simple. C'est que pour faire émerger l'armée européenne, faut détruire les capacités de défense des nations, ou en tout cas détruire les capacités productives dans l'industrie de défense des nations. Pour pouvoir faire émerger une diplomatie européenne, eh ben, il faut détruire les diplomaties nationales. Pour pouvoir faire émerger une dette européenne, peut-être faut-il détruire la stabilité totale des nations européennes pour que la solution arrive grâce à l'Europe, nouvelle entité qui bénéficie d'un pouvoir d'endettement à 100%. Tiens, c'est marrant, il y a quelques jours, on annonçait l'Europe de la défense à travers un emprunt de 500 milliards d'euros qui serait fait par l'Europe pour investir dans l'Europe de la défense et dans l'industrie européenne pour nous protéger de la très méchante et très dangereuse Russie à qui l'on veut faire la guerre. Donc, il faut comprendre par rapport à votre question, est-ce que c'est réversible ou pas réversible? Tout est réversible. C'est une question politique. C'est une question de stratégie politique. Est-ce que vous voulez détruire les États-nations pour faire émerger l'Europe fédérale? Ou est-ce que vous voulez une Europe qui soit une Europe des nations avec des pays forts, des pays qui savent ce qu'ils sont, des pays qui ont des diplomaties, ou un espèce de maelstrom européen et une grosse commission dirigée par une Ursula von der Leyen d'aujourd'hui ou de demain, peu importe, un technocrate europate dont l'objectif est tout simplement les États-Unis d'Europe, la démocratie en moins. Je fais partie de ceux qui pensent que la démocratie ne peut s'exprimer qu'au niveau national. Il n'y a pas de démocratie européenne parce que les intérêts du très sympathique hongrois, du charmant polonais, du portugais ou du français à un instant T sont évidemment des intérêts totalement divergents. Et je ne vous parle même pas de l'intérêt de l'allemand qui a décidé de ne plus avoir de centrales nucléaires et d'avoir l'électricité au charbon, avec l'intérêt du Français qui a tout investi dans des centrales nucléaires que Macron refuse de réparer, refuse d'en construire de nouvelles, au nom justement de cette idéologie de l'Europe et des États-Unis d'Europe où il faut tout faire en européen. Vous avez, j'espère, entendu, isolé dans les discours et dans les communications ces expressions être en responsabilité, faire les choses en européen, donc qui sont des mantras qui sont répétés depuis des années par tous ceux qui sont au pouvoir et qui représentent la Macronie. Ils font les choses en responsabilité, comprenez qu'ils subissent absolument tout, et en européen, comprenez qu'ils vendent les intérêts de la France à des puissances étrangères qui, en l'occurrence, sont européennes. Voilà, donc oui, on peut complètement redresser la situation, mais on peut redresser la situation, Marie-Constance, à une seule condition, qui est d'assumer ce qu'est la France. Et la France, c'est quoi? Eh bien, c'est un pays millénaire, c'est un pays qui a une culture, c'est un pays qui a une diplomatie, c'est un pays qui avait des liens privilégiés avec un certain nombre d'autres pays, etc., etc. Donc, la France, c'est ça.
la France, c'était un positionnement gaulliste, c'était un positionnement qui servait de pont entre les États-Unis et l'Union soviétique à l'époque. C'était un pays qui était à la fois occidental et proche de l'OTAN, mais c'était un pays qui savait garder son indépendance. Et vous savez, l'indépendance gaullienne, cette indépendance gaulliste, elle ne doit rien au hasard. L'indépendance, c'est quoi? L'indépendance, c'est la liberté. Et dernière fois où la France a fait preuve d'indépendance et donc de liberté, c'était évidemment, et Philippe s'en souvient autant que moi, en 2003, lorsque Jacques Chirac refuse, avec indépendance et dans la liberté nationale, l'aventure irakienne qu'il sait à l'avance dramatique, dramatique d'un point de vue humanitaire, dramatique d'un point de vue historique par la destruction que ça va amener au Moyen-Orient et la déstabilisation que cela va amener au Moyen-Orient, et puis bien évidemment dramatique pour la paix dans le monde. Il sait très bien que ça va amener des conflits quasiment inarrêtables, instoppables, qui vont durer des décennies, et qu'en faisant ça, on ouvre la boîte de Pandore de décennies de violence, de guerre et de terrorisme. Tout ça, il le sait. La France ferait preuve d'indépendance. Est-ce que vous imaginez un seul instant aujourd'hui la France faire preuve d'indépendance, faire preuve de liberté? La souveraineté, c'est l'indépendance. L'indépendance, c'est la liberté. Pour être libre, il faut avoir les moyens de notre liberté. Cela passe évidemment par des liens à l'étranger, comme l'a très bien rappelé Philippe, par une diplomatie, comme l'a particulièrement bien rappelé Philippe. Ça passe également, bien entendu, par une situation financière assainie. Je vous rappelle que la main qui reçoit, elle est toujours placée en dessous de celle qui donne. Hein, c'est une évidente logique. On est toujours dépendant de celui qui termine les fins de mois. C'est valable quand on est jeune et qu'on est dépendant de ses parents qui doivent vous donner les subsides pour terminer votre mois. Alors là, les parents peuvent exercer leur autorité, ou en tout cas leur suprématie ou leur supériorité, avec bienveillance, avec amour, avec générosité, parce que ce sont justement des parents qui aiment leur enfant. C'est pas le cas dans les relations internationales, hein. Les États-Unis se comportent pas comme un pays dont on serait les enfants et qui nous traiterait avec générosité, bienveillance, gentillesse. Non, quand ils apportent la démocratie, c'est à coup de B-52 et de bombes qui rasent les villages. Hein. Donc, faut quand même pas. Et ça, c'est valable depuis très 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 longtemps, y compris la guerre du Vietnam. Donc, n'oublions pas quand même ce que donnent les États-Unis quand ils apportent la démocratie ou quand ils viennent nous libérer. Moi qui suis normand, en Normandie, on a encore un grand souvenir, un bon souvenir de la libération américaine et des plus de 100 000 morts qu'il y a eu en Normandie, non pas sous les bombes allemandes, mais sous les bombes américaines. Donc, si vous voulez, à un moment donné, la liberté, la souveraineté, l'indépendance, ça demande des efforts. Ça demande de tenir ses comptes, ça demande de tenir sa diplomatie, ça demande de tenir son éducation nationale, ça demande de se former, ça demande de travailler. Bref, ce qui est sûr, c'est que est-ce que c'est réversible? Oui, Marie-Constance. Est-ce que le redressement peut être rapide? Oui, il peut être extrêmement rapide. Ce pays, extrêmement riche, extrêmement intelligent, peut se redresser en 5 ans. D'accord? Pas en 10 ans, pas en 20 ans. En 5 ans, on peut redresser la France. Mais enfin, on va être clair, on ne redressera la France ni par la démagogie, ni en dépensant plus, ni en faisant croire aux gens qu'ils vont pas travailler, qu'ils peuvent rester chez eux, et que vous savez quoi, on va continuer à leur verser des primes de Noël pour s'acheter des cadeaux quand ils foutent rien, qu'ils vont avoir des RSA qui seront encore plus plantureux, et puis que de toute manière, ce qui est le plus important, c'est le droit à la paresse de Sandrine Rousseau. Donc non, non et non. Oui, on peut se redresser rapidement, mais non, non, non et non, on ne redressera pas le pays sans faire un effort collectif important pour nous d'abord, et puis pour nos enfants et petits-enfants, évidemment, ensuite. Et Philippe, est-ce que vous pensez qu'un modèle plus résilient, plus autonome, il est réaliste dans une société française qui est habituée à une forte dépendance envers l'État? Il y a bien sûr des Français qui ont pris conscience, hein, que notre pays s'est délité. Maintenant, on est dernier
d'Europe en termes de niveau de maths. Hein. J'ai rien contre les pays baltes, mais on est derrière les plus petites nations d'Europe. On était dans le top 3 dans les années 80 ou 90, enfin, quand j'ai passé ou Charles a passé le bac. La France était encore au moins dans le top 3 ou dans le top 5, et nous sommes aujourd'hui 28e sur 28. Donc, il y a quand même, c'est inquiétant, c'est la baisse du niveau scolaire général. Alors, je pense qu'on continue de produire de très très bons ingénieurs, hein, Polytechnique, EPITA et quelques autres. Mais enfin, on a quand même un niveau général qui s'est quand même fortement dégradé. On s'est européisé, donc abandon de la souveraineté monétaire en 2000. La décision a été actée en fait dès 1992, hein, 2 ans après la chute du mur de Berlin. Euh, Avec Sarkozy, on perd notre souveraineté diplomatique puisqu'on rentre dans l'OTAN et on devient donc quelque part un peu les caniches des États-Unis. D'ailleurs, le profil des diplomates que Sarkozy nomme jusqu'à ce qu'il soit remplacé par Hollande, et Hollande suivra exactement le même chemin, c'est de mettre au Quai d'Orsay des gens qui sont même plus des diplomates, mais qui sont des gens formés pour beaucoup aux États-Unis ou particulièrement réceptifs à la vision géostratégique et de ne pas contrarier les Américains comme avait pu le faire Chirac, comme l'a répété, comme l'a rappelé Charles en 2003. Ça fait depuis 2011-2012, depuis Sarkozy, qu'on essaie de se faire pardonner l'affront d'avoir bon, pas traité ouvertement les Américains de menteurs avec leurs armes de destruction massive. Enfin, euh, les États-Unis se sont complètement décrédibilisés en 2003. La France avait encore cette crédibilité extraordinaire d'avoir tenu tête aux Américains et d'avoir agi en fonction du réel et pas du récit que développaient les Américains. Mais ça, on l'a détruit 8 ans plus tard avec Sarkozy. Donc ça, c'est quand même très très dommage que la France ait perdu sa voie du juste milieu, si j'ose dire. Et ça, contrairement à Charles, j'ai peur que ça soit très très difficile à reconstituer. Parce qu'on voit bien que notre diplomatie aujourd'hui, elle nous est dictée par Ursula von der Leyen. Si Macron a le même discours va-t-en-guerre que Mark Rutte, qui est, je le rappelle, le seul dirigeant européen qui a fait tirer à balles réelles sur sa population hein, lors de manifestations. Hein. Mark Rutte, c'est un padawan du World Economic Forum, mais lui, c'est un padawan avec une sulfateuse. Hein. Donc, lui, il est très, 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 très obéissant. Et si Washington dit qu'il faut que l'Europe montre les crocs devant Poutine, vous avez Mark Rutte pour faire le job. Et vous avez en deux, vous avez Macron. Et là, aujourd'hui, la seule perspective qu'on voit diplomatiquement, c'est Macron, son obsession, c'est de montrer les crocs et peut-être d'aller mordre les mollets de Poutine. Voilà, donc il y a 3 personnages en Europe qui me paraissent extrêmement dangereux. C'est Ursula von der Leyen, c'est Mark Rutte, et pour que la France sorte de ça, il faut avoir quelqu'un qui dise, moi je vais être peut-être un peu plus prudent, je vais peut-être pas aller provoquer systématiquement Poutine ou les alliés de la Russie, je vais pas insulter indirectement les Chinois parce que c'est ce que fait quand même Emmanuel Macron, en sous-entendant qu'ils sont quand même bien complices hein, de la capacité militaire russe. Donc, Charles a raison, on peut s'en sortir, mais il faut changer complètement le logiciel et il faut changer complètement le personnel. Mais vous voyez l'exemple du Royaume-Uni est assez extraordinaire. Vous avez Boris Johnson,
donc là aussi un padawan du World Economic Forum, complètement assujetti aux intérêts américains, remplacé par Rishi Sunak, millionnaire ou milliardaire par sa femme, membre du WEF à son tour et complètement vendu aux intérêts américains. Enfin, avant, il y avait eu effectivement, il y avait une petite parenthèse, Liz Truss, et là, on se retrouve avec Keir Starmer. Alors lui, il est pas du même bord que Sunak et Boris Johnson. Il est, allez, démocrate. Ah oui, mais alors bingo, il est aussi membre du WEF. Donc, le WEF, ils ont des gars dans l'opposition, ils ont des gars ou des filles, pourquoi pas, dans les deux camps, quand il y a une opposition, c'est une opposition contrôlée. Et là, je vous cite l'exemple de l'Angleterre, parce que je me demande si en France, on s'en va pas vers le même scénario. Qui, qui que vous élisiez, vous allez élire quelqu'un qui est un pion du WEF, de gauche, de droite, du centre, de l'extrême centre, mais ça sera encore un pion du WEF. Et quelqu'un, donc un mondialiste, un euro-fédéraliste, et quelqu'un, bien sûr, qui travaille essentiellement pour les intérêts américains. Se redresser, on peut se redresser, mais il va falloir effectivement, comme on dit, porter ses couilles et à un moment dire, nous, nos intérêts, c'est pas de faire la guerre à la place des États-Unis en Ukraine. Nos intérêts, c'est pas d'aller se fâcher avec les Chinois parce qu'on veut être solidaire avec Trump qui lui veut mettre des taxes, etc. Et ceux qui veulent pas mettre des taxes, ah bah ils sont vilains et c'est comme les Français qui n'ont pas suivi les États-Unis en 2003 pour aller bombarder l'Irak. Enfin, il y a un moment, il faut vraiment qu'il y ait un changement de logiciel. Et en ce qui concerne le redressement économique du pays, on avait un avantage compétitif extraordinaire, c'est qu'on avait le nucléaire, on pouvait produire 70-75% de l'électricité au nucléaire, le complément avec de l'hydroélectricité, on avait l'électricité la moins chère d'Europe, ça ne plaisait pas aux Allemands, et il a été décidé qu'on ne pouvait pas offrir aux entreprises industrielles françaises un avantage compétitif par rapport aux Allemands. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Et dès que nous, on a commencé à enterrer le nucléaire, qu'est-ce qu'ont fait les Allemands? Eh ben, ils ont commencé à importer massivement du gaz de Russie, où là, eux, d'un seul coup, avaient de l'énergie moins chère que nous, mais eux, ça ne les gênait pas. Là, on n'a pas demandé aux Allemands de rééquilibrer en faveur de la France. Non, eux, ils ont importé un gaz et ils se vantaient de pouvoir produire le kilowatt quasiment à zéro. Alors les Français, blablabla, avec votre nucléaire à 42 euros, vous êtes vraiment plus du tout dans la course. Nous, on est en dessous de 15. Donc quand la France avait un avantage, il a fallu qu'on y renonce. Et quand les Allemands ont eu un avantage sur la France, là, il n'a pas été question à un seul instant que nous en profitions. Qui n'a pas porté ses couilles pour dire non à l'Allemagne? En l'occurrence, c'était Angela. Hein. C'est pas Scholz hein, qui a mis la France dans la panade, hein, c'est bien Angela Merkel. Donc, on n'a pas su dire non aux États-Unis après 2012. On n'a pas su dire non aux Allemands et on a adopté le système de tarification dément qui fait qu'aujourd'hui, l'électricité coûte 3 fois plus cher aux petites et moyennes entreprises. Les gros, ça arrive encore à négocier parce que bien sûr, quand on est gros, on n'est pas traité de la même façon. Mais bah, tiens, ça a aussi une piste, ça. Et si on offrait à nos PME, PMI des chances de prospérer, de se développer un peu comme les grosses PME, PMI allemandes, ça pourrait être une piste. Je ne sais pas si le commissaire au plan y a réfléchi en regardant ce qui marche à l'étranger, qu'est-ce qui marche bien en Corée du Sud, qu'est-ce qui a bien marché à Singapour, qu'est-ce qui peut être en train de marcher en Argentine, je ne sais pas. Est-ce que le commissaire au plan a fait la liste des meilleures pratiques dans des pays dont on pourrait s'inspirer? Enfin voilà. Mais contrairement à Charles, je me dis que si on a les mêmes personnels politiques et que ce sont tous des padawans du World Economic Forum, il n'y a aucune chance, mais aucune, que la France se redresse. Le redressement, ça peut être que par de l'électricité au nucléaire
beaucoup moins cher. Alors, sans construire des grandes centrales avec des réacteurs à 1400 mégawatts et des sécurités redondantes une fois, deux fois, trois fois, des petits réacteurs nucléaires comme ceux qui équipent les sous-marins, les porte-avions et les brise-glaces pour ceux qui en ont. C'est une technologie qu'on maîtrise très très bien. Ça se déploie en 2-3 ans. Et devinez quoi? C'est exactement ce vers quoi les États-Unis s'orientent. Alors bon, ils vont évidemment exploiter plus de gaz, de pétrole, parce que quand même, Trump, ses amis, ils sont un peu au Texas et un petit peu dans l'Alabama ou le Dakota du Nord. Mais une bonne partie de l'électricité des data centers, qui est aujourd'hui le nerf de la guerre économique, et pour rester à la pointe de la technique, il faut être puissant en intelligence artificielle, et on ne peut pas être puissant en intelligence artificielle sans puissance électrique pour les calculs, les data centers. Donc, qu'est-ce que font les États-Unis, notamment Constellation Energy? Eh bien, c'est de développer un programme de petits réacteurs, non pas de 1400, de 900 ou même de 500 mégawatts, mais peut-être de 100, 150 mégawatts, ce qui suffit largement pour un data center de type Amazon, etc. Voilà ce sur quoi on devrait travailler. Donc, remettre en route et à pleine puissance tous nos réacteurs et à baisser le prix du kilowatt, peut-être même en dessous de 40, développer des capacités nucléaires additionnelles qu'on peut peut-être développer en 2-3 ans, au lieu de 8 ou 9 pour construire une méga grosse centrale. Et enfin, l'économie et la prospérité, c'est de l'énergie transformée et c'est des capitaux abondants. Donc, des capitaux abondants, quand on a sa planche, quand on tient sa planche à billets, on est capable de faire un emprunt et de redéployer des capacités, mais il faut aussi avoir une énergie pas chère. Donc, il faut que un gouvernement Bayrou qui voudrait redonner à la France ses chances, redéploie le nucléaire, fasse chuter très fortement et très rapidement le prix de l'électricité, et à la limite, on en fait aussi profiter les Allemands, les Suisses, tous ceux qui importent de l'électricité depuis la France. Moi, je suis tout à fait d'accord. Nous, on pratique des tarifs sympathiques pour notre industrie. Si nos voisins veulent en importer, on leur offre aussi un tarif avantageux. Tout le monde y gagne quelque part. Voilà. Donc, en commençant par baisser le prix de l'énergie, en ayant une diplomatie qui est une diplomatie évidemment à portée commerciale, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des gens qui nous fassent confiance, qui voient leur intérêt à commercer avec nous pour acheter des produits et des services qui leur sont utiles et pas seulement des armes, parce qu'en France, c'est tout ce qu'aujourd'hui on est encore capable d'exporter, c'est des armes, des canons César, etc. Euh, la base, c'est effectivement, il faut avoir un plan. Et le plan, c'est énergie pas chère, une diplomatie qui nous garantisse des débouchés et des possibilités de négocier avec des clients ou des fournisseurs dans le monde. Ça, c'est vraiment la base. Tant qu'on n'a pas ça, il n'y a aucune chance qu'on redresse un pays qui va se trouver face à un Trump qui ne nous fera pas de cadeaux. On importe de l'énergie, on se demande pourquoi alors qu'on a tout ce qu'il faut en nucléaire. Voilà, c'est ça qu'il faut faire d'abord. Et puis, alors, évidemment, il y a des choses aussi qu'on peut arrêter de faire, c'est de filer 2 milliards, 4 milliards, 5 milliards, 12 milliards, 18 milliards à l'Ukraine, comme ça, parce que Ursula a dit, voilà, on envoie de l'argent là-bas. Mais on l'a pas, cet argent, nous. Et quand l'Europe nous dit, on va fournir de l'argent à l'Ukraine, mais ça ne fait pas l'objet d'une discussion au Parlement. Les représentants du peuple français n'ont jamais à se prononcer. Et pourtant, on vient leur prendre 18 milliards dans leur poche. Donc là Yes. aussi, il y a un moment, il faut porter ses couilles et dire, non, c'est terminé, on va pas continuer de financer l'Ukraine. Alors, dans l'absolu, on pourrait se dire, bon,
les Ukrainiens, il y a eu des tas de choses détruites, il faut les aider quand même de façon humanitaire. Mais donner de l'argent sur lequel il n'y a aucun suivi, on ne sait pas ce que deviennent les 18 milliards d'argent des contribuables français. Tout ce qu'on voit, c'est qu'il y a en ce moment une explosion des transactions immobilières de très grand luxe sur la côte d'Azur française, à Marbella, à Miami, et vous avez tous les agents immobiliers, alors qui se font des commissions monumentales, qui vous disent, bah ouais, quand même, nos clients, c'est plutôt des Ukrainiens en ce moment, hein. Et chez le concessionnaire McLaren et Ferrari, le client, c'est aussi un Ukrainien. Bon, je dirais pas que coïncidence égale causalité. Enfin, quand même, il y a un moment, il faut se poser des questions. Donc, que la France arrête de donner de l'argent qu'elle n'a pas et qu'elle fasse ce qu'il faut. Et c'est exactement ce que fait Trump. Il le dit, énergie pas chère, industriel du monde entier, bon, sauf chinois et la zone d'influence chinoise, industriels du monde entier, venez chez nous. Je vous garantis une électricité pas chère pendant une décennie, des régimes de taxes favorables. Ben voilà, on a la recette du succès. Je suis désolé, mais voilà, on peut détester Trump, néanmoins, il a tout bon. Et Charles, est-ce que la France peut dire non à l'Union européenne, puisqu'il n'y a pas vraiment de processus démocratique dans les décisions économiques imposées par Bruxelles? Est-ce que vraiment on peut s'affranchir de ces directives? C'est une question, encore une fois, purement politique. Si, en tant que dirigeant souverain d'un peuple souverain, souhaitant exercer sa liberté et son leadership, je décide de ne pas appliquer une directive européenne, que va faire Ursula von der Leyen? Ursula von der Leyen, combien de divisions? Elle va m'envoyer quelle armée pour envahir Paris? Le problème, il n'est pas là. Je fais évidemment ce que je veux. C'est ça la souveraineté. C'est encore une fois, j'insiste, la souveraineté, c'est la liberté de décider. Et cette souveraineté, d'ailleurs, j'invite tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent à la réfléchir aussi bien en termes collectifs, la souveraineté de la nation, mais à la réfléchir également et à la penser en termes personnels. Qu'est-ce que je décide moi pour moi? J'entends pas ce que dit l'État, j'écoute pas ce que dit l'État. Qu'est-ce que je décide pour moi? Qu'est-ce que je décide pour mes enfants? Qu'est-ce que je décide pour mes placements? Qu'est-ce que je décide pour mon argent? Qu'est-ce que je décide pour mon métier? Oh, j'ai pas besoin de la directive du gouvernement pour me dire ce que je dois faire et je n'ai pas besoin de la directive européenne pour savoir ce que je veux faire. Alors, est-ce qu'on peut s'en passer? Oui, mais pour ça, vous avez des préalables. Pour pouvoir envoyer bouler votre papa qui vous donne, ou votre maman qui vous donne les sous pour finir votre fin de mois et votre argent de poche. Bon, et ben pour pouvoir envoyer bouler, il faut travailler. Hein, faut travailler, il faut gagner ses sous. Et à partir du moment où vous gagnez votre argent, vous pouvez envoyer bouler papa ou maman dont vous dépendiez des subsides jusqu'à présent. Puisque vous êtes libre. Là, vous êtes indépendant, vous êtes pleinement souverain, puisque vous gagnez votre vie tout seul. D'ailleurs, me dites pas que vous l'avez pas déjà entendu chez vous ou quelque part dans votre famille ou dans votre famille. Écoute, mon chéri, gagne ta vie d'abord, on en reparlera après. Paye tes impôts, on en reparlera après. Bon. Donc, vous voyez, cette notion d'indépendance, de souveraineté, elle est consubstantielle au fait d'être fort. D'accord? C'est exactement tout ce qu'a dit Philippe. Il faut pouvoir tenir tête. Pour pouvoir tenir tête, il y a des prérequis. Et donc le premier prérequis, c'est de nettoyer les écuries d'Augias, évidemment, des déficits français qui sont liés à une espèce de gabegie complètement délirante. Philippe a évoqué la guerre en Ukraine qui nous coûte des sommes complètement ahurissantes et dont tout le monde se garde bien, évidemment, de parler comme il l'a souligné. Mais il n'y a pas que ça. Quand vous faites entrer 500 000 nouveaux venus, et je n'ai strictement rien contre ces nouveaux venus, que tout le monde me comprenne bien, si je venais de ces pays-là, je ferais tout pour pouvoir venir ici ou aller là-bas, peu importe. Donc, humainement, je les comprends et je n'ai aucun problème là-dessus, ce n'est pas un jugement de valeur. Mais quand vous faites rentrer 500 000 personnes, et peu importe que vous soyez pour ou contre, c'est même pas le sujet, mais ça a un coût de faire rentrer 500 000 personnes. Faut pas s'imaginer que ce soit gratuit.
D'accord? Ça a un coût économique majeur. C'est des milliards d'euros pour l'aide sociale à l'enfance, c'est des milliards d'euros pour l'accompagnement des mineurs étrangers, c'est des milliards d'euros dans le logement. Et la crise du logement, quand vous faites rentrer 500 000 nouveaux venus chaque année, et vous l'avez, votre crise du logement, quand vous construisez pas 500 000 logements par an et que vous faites rentrer 500 000 personnes, mais vous avez évidemment une crise de logement. Si vous voulez, faut pas sortir de Polytechnique pour imaginer que quand on a un parc immobilier et qu'on fait rentrer 500 000 nouveaux venus et qu'on n'a pas augmenté le parc immobilier de ce qu'il fallait, eh ben qu'on allait avoir une crise du logement. Bon, donc si vous voulez, là, vous avez des sommes qui sont considérables également. Pareil, vous n'avez aucun débat démocratique sur ce sujet-là. Bon, vous avez des sommes complètement démentielles qui sont dépensées dans les intérêts, dans le service de la dette. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est 60 milliards d'euros. On est en train d'aller vers 70 à 80 milliards d'euros rien que pour payer les intérêts, on n'a même pas remboursé la dette. Mais on est dans une situation complètement délirante. Et je vous dis, je suis même pas en train de vous dire qu'un sujet l'emporte sur l'autre. Enfin, je veux dire, c'est même plus le problème. C'est que il faut évidemment à un moment donné choisir. Il faut décider. Et pour décider, il faut avoir une vision. Il faut savoir où vous voulez aller. Il faut savoir ce qui est juste, ce qui est injuste. La retraite les retraités de la fonction publique, 60 milliards d'euros chaque année. Je rappelle que les retraites des fonctionnaires publics sont payés sur le budget de l'État. D'accord? Il n'y a pas de cotisation. L'État cotise pas pour ses propres salariés. Donc, vous n'avez pas de capitalisation. Vous n'avez pas d'argent qui a été mis de côté. Donc, tous les ans, c'est plus de 60 milliards qu'il faut sortir pour payer les retraites des fonctionnaires. D'accord? Et je suis pas en train de dire qu'ils méritent pas leur retraite. C'est pas le sujet. Mais enfin, à un moment donné, quand il y a plus d'argent, vous coupez quoi? Et c'est ça la question que va devoir se poser Bayrou et que Barnier a refusé de se poser. Donc Barnier, il a dit, je coupe rien, j'augmente tous les impôts. Voilà, bon, ok, on voit bien, jusqu'à l'euthanasie totale de l'économie française, puisque quand vous avez déjà votre PIB qui est réalisé à 57% par de la dépense publique, ça fait bien longtemps qu'on a quitté le capitalisme pour entrer dans autre chose qui est à mi-chemin entre le socialisme et le communisme, qui est à mi-chemin entre l'ex-URSS et la Corée du Nord, et moi j'appelle ça la France, la Corée de l'Ouest. Voilà. Hein, donc évidemment, on vous envoie pas encore au goulag, on vous pend pas en place publique, vous n'êtes pas exécuté tout de suite sur la place de la Concorde, bien qu'on l'ait déjà fait il y a fort longtemps et qu'on est bien capable de le refaire. Mais pour le moment, on est plutôt voilà une espèce de Corée de l'Ouest, d'accord? Donc une espèce de démocratie qui dit plus vraiment son nom, avec un régime économique qui n'a plus rien à voir avec, contrairement à ce que disent tous les gens de gauche, le libéralisme. Alors ils dégoulinent de leur lutte contre les inégalités, les inégalités, les inégalités. Bon, et vous avez quand même remarqué que plus on lutte contre les inégalités, ça fait 40 ans qu'on lutte contre les inégalités, 40 ans qu'on augmente la dépense publique, 40 ans qu'on augmente la dette publique, 40 ans qu'on augmente le déficit public, 40 ans qu'on donne de l'argent qu'on n'a pas à des gens qui le prennent bien volontiers et qui le dépensent, et 40 ans que les inégalités continuent à augmenter. 40 ans que les gens sont pas plus heureux aujourd'hui qu'ils l'étaient hier. Je veux dire, comme Philippe, on a vécu dans une France qui n'avait pas le RSA, dans une France qui n'avait pas la prime de Noël, dans une France qui n'avait pas la prime de rentrée, et je peux vous avouer et vous assurer que lorsque nous étions plus jeunes, euh, nous avions certainement beaucoup plus le sourire avec Philippe quand on avait 18 ans, que les jeunes d'aujourd'hui qui ont 18 ans. Voilà, et qui sont tous alors, qui me pardonnent, hein. Ce que je vais dire là n'est pas, non seulement n'est pas méchant, mais au contraire, n'est que bienveillant. Je trouve que c'est dramatique d'avoir une jeunesse aussi déprimée. C'est dramatique. Tous ceux qui ont la barbe blanche devraient se dire comment a-t-on pu créer un monde où la jeunesse n'a pas le sourire jusque-là, mais où la jeunesse est dépressive. Comment a-t-on pu créer un monde et leur donner un monde au nom de la lutte contre les inégalités? Et plus on a lutté contre les inégalités, plus notre jeunesse est sous Prozac. C'est-à-dire, nous avons absolument
tout raté dans ce pays. Nous avons absolument tout échoué, absolument tout. L'éducation, l'instruction, les résultats scolaires, l'immigration, l'intégration, l'assimilation, l'économie, l'endettement, le déclassement diplomatique de notre pays, son déclassement économique, la vente de nos fleurons industriels, l'effondrement de notre système scolaire. Nous avons échoué sur tout. Et je le dis, l'échec, il est total. Et Macron, depuis 7 ans, n'est jamais rien que le paroxysme de cet échec démarré depuis une cinquantaine d'années. Au nom de quoi? Au nom de l'idéologie européenne. L'Europe n'est pas la solution. L'Union européenne est la destruction de notre nation qu'elle implique. Et le problème, notre ennemi, c'est pas Poutine, notre ennemi, c'est nous-mêmes. Et c'est l'idée même que l'on se fait de l'Union européenne, pas de l'Europe, hein. L'Europe, encore une fois, est une très belle idée. Notre ennemi, c'est nous-mêmes et c'est l'Union européenne. Et Philippe, est-ce que vous pensez qu'un modèle plus résilient, plus autonome, il est réaliste dans une société française qui est habituée à une forte dépendance envers l'État? Je pense qu'on vient de faire, Charles et moi, le procès de la dépendance et surtout de la dépendance à des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Parce qu'à travers l'Europe, on comprend bien que ce sont les intérêts américains qui s'expriment. Le lobbying à Bruxelles, il est à 95% anglo-saxon. C'est un mystère pour personne. D'ailleurs, je viens de voir circuler là une étude. Je crois que c'est à peu près 40% des députés qui siègent à Bruxelles. Donc, en dehors de leur mandat de député, ils ont également des métiers ou des fonctions. Et ce qui est absolument incroyable, j'ai relu plusieurs fois pour être sûr du chiffre, une quarantaine de pourcents à une activité de lobbying. Et vous pensez que c'est compatible d'avoir une activité de lobbying avec celle de députés européens? Et quand vous parlez de lobbying, est-ce que vous pensez qu'il y a un lobbying pro-français? Mais tout démontre l'inverse. Euh, sans compter que l'Europe, là on ne l'a pas évoqué avec Charles, mais donc je vais le faire. Euh, L'Europe avec ses oukases, l'arrêt de la production des moteurs thermiques en 2035, c'est en train de nous anéantir notre filière automobile. Et aujourd'hui, les Chinois produisent, je crois, 42% des véhicules dans le monde. L'Europe produisait 42% des véhicules en l'an 2000 et on est tombé à 17. Vous voyez. Et aujourd'hui, alors qu'on est déjà sur la pente glissante, on nous rajoute arrêter la production des moteurs thermiques à l'horizon 2035, donc véhicules électriques avec des batteries fabriquées en Chine. Enfin, tout est comme ça. Donc, oui, nous sommes vraiment responsables de nos malheurs, mais ceux qui aujourd'hui se présentent comme les élites européennes et sur lesquels l'électeur français n'a strictement aucune prise. Ursula von der Leyen est élue indirectement. Les membres des grosses commissions sont élus indirectement. Ces gens n'ont aucun compte à rendre à la population qui paye leur salaire et leur folie, hein, comme les commandes d'Ursula, commandes de vaccins, etc., par SMS. Ces gens-là n'ont aucun compte à nous rendre. Et d'ailleurs, à part deux ou trois hauts commissaires qu'on connaît, bon, donc on a séjourné, donc lui, je ne sais pas, on a mis un peu plus de transparence à Bruxelles, oui, parce que le personnage est complètement transparent. Caracalas, elle est la voix de l'État profond américain, il faut faire la guerre à Poutine. Bon, il y a quelques commissaires que les gens connaissent, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont des grands décideurs et dont vous n'avez jamais entendu le nom. Et pourtant,
vous allez vous retrouver avec d'un seul coup une modification de la tarification de l'électricité, des mots d'ordre déments comme arrêter de produire des moteurs techniques à l'horizon 2035 ou renforcer encore l'éolien pour décarboner en France alors qu'on a déjà l'énergie la plus décarbonée. Et on se trouve même à se prendre des amendes, enfin, ce qui est absolument invraisemblable. Donc, il y a toute une technostructure qui est au-dessus de nous et sur laquelle nous n'avons strictement aucune prise. La seule façon d'y échapper, c'est un moment de dire non. Mais qui va dire non? Et il faut que cette personne, évidemment, ait la légitimité populaire, la légitimité du vote démocratique. Et aujourd'hui, il n'y a parmi les aspirants à l'Élysée je ne peux vous citer aucun nom de personnage enfin, de personnage ayant un groupe à l'Assemblée qui dira non à l'Europe et qui dira non aux États-Unis. Et évidemment, les souverainistes, vous le savez, sont interdits de médias, interdit d'être interviewé aux 20 heures ou dans une émission comme C'est à vous, qui est une émission de propagande totale, payée là aussi avec nos impôts, propagande pour le système tel qu'il existe et pour la Macronie telle qu'elle nous enfonce. Il y a personne aujourd'hui, si le président Macron devait remettre sa démission demain, il n'y a aucun candidat qui a une chance d'avoir ses 500 signatures, qui dira non à Bruxelles. Donc, je vais peut-être là aller faire glisser un petit peu le débat, mais si on est absolument convaincu qu'il n'y a aucun aucun candidat, en cas de, de nouvelles dissolutions, de nous recomposition de l'Assemblée nationale, il n'y a aucun leader de la majorité de l'opposition ou des traîtres prêts à aller apporter leur soutien à un tel et un tel par calcul, etc. Je ne peux vous citer aucun nom donc de personne qui fera pour la France ce que Charles et moi on pense qui devrait être fait. Donc il faut maintenant qu'on pense, nous, en tant que citoyens et contribuables, à qu'est-ce qu'on peut faire pour nous-mêmes pour éviter de se faire ratisser notre argent, parce que on ne va pas y couper. Charles l'a dit, on doit 60 milliards à nos créanciers, 60 milliards d'intérêts, peut-être 70 milliards l'année prochaine. Et si en plus de ça, on nous dit rajouter encore 10 milliards pour l'Ukraine, c'est sûr qu'on va venir nous faire les poches. On va venir nous faire les poches. Et je l'ai déjà un petit peu expliqué, mais comment ça va se faire? Il n'y a même pas besoin que LFI ou des partis de gauche déposent 2000 amendements qui sont autant de propositions de vous prendre de l'argent d'une manière ou d'une autre ou de moins vous en donner. Parce que si vous êtes riche, vous n'aurez plus telle ou telle aide. Ce qui va se passer, c'est que s'il n'y a pas de projet de budget 2025 et qu'on reprend 2024, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, l'État va d'abord payer, les créanciers. C'est la priorité des priorités. Nos créanciers sont les premiers, pour lesquels l'État fera le chèque. Deuxième chèque, la santé. Donc, l'État va faire le chèque pour que les hôpitaux puissent continuer de fonctionner. Le troisième chèque, ça va être évidemment les fonctionnaires, police, fonctions régaliennes, etc. Ça va être payé. Je ne vais pas tout décliner, mais on arrive maintenant, comme on dit que dans un budget, on a payé toutes les dépenses contraintes. Hein. Donc une fois que vous avez tout payé, toutes vos dépenses contraintes, vous voyez ce qui vous reste. Eh ben, en France, c'est assez simple. S'il reste pas beaucoup ou plus assez, hein, alors je ne dis pas pour payer les retraites, puisque je vous le disais, ça c'est quelque chose qui est prioritaire, ça sera payé, mais il y a tout le reste, c'est-à-dire par exemple l'aménagement du territoire, les aides à l'échelon local, la prise en charge de la dépendance, ça c'est du ressort des communes, des départements. Eh bien c'est très très simple. Une fois qu'on a payé tout ce qu'on devait, tout le reste, c'est aux communes, c'est aux départements, c'est aux régions de trouver les financements
à l'échelon local. C'est ce qu'on appelle donc les collectivités locales. Et ces collectivités locales reçoivent des dotations de l'État qui sont en fonction de l'argent qui reste dans les caisses de l'État. Donc s'il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État, eh bien automatiquement, et sans même qu'on ait des débats houleux à l'Assemblée, eh bien ça va être aux collectivités locales de lever les fonds là, auprès des contribuables locaux. Et donc, qu'est-ce qui se profile? Évidemment, une très forte hausse des taxes foncières, peut-être la recréation sous un autre terme, et je sais que ça fait beaucoup rire Charles, hein, qui est la taxe de participation à une habitation en collectivité. Donc, on va recréer finalement la taxe d'habitation telle qu'elle existait, qui a été supprimée. Les enlèvements, enfin les ordures ménagères, tout ça, au lieu d'être enlevé 2 fois par semaine, ça sera enlevé 2 fois par mois pour le même tarif. Et si vous voulez que ça soit plus fréquent, il va falloir payer davantage. Les syndicats des eaux, je pense que le mètre cube d'eau va également exploser. Et je vois que Charles rigole, donc je vais lui laisser la parole parce que je sais qu'il lui aussi, il en a beaucoup comme ça, des douilles qui nous pendent au nez et qui vont servir effectivement à combler les vides dans les caisses. Mais je vous le dis, ce qui nous attend, c'est ça. C'est pas l'État, il va pas augmenter nos impôts. Non, non, il a promis. Mais ça va être votre maire de Paris qui va vous remettre encore 50% de plus sur vos impôts. Mais je laisse la parole à Charles. À propos de douille, Philippe, la mère de toutes les douilles, la douille en chef, la douille ultime, c'est ce que j'appelle, parce que je suis à peu près sûr qu'avec un nom pompeux, on ne doit pas être très loin de la vérité. On n'y est pas encore, hein, mais on y arrivera si la situation devait devenir grave. La douille ultime, c'est la participation volontaire à l'emprunt public de sauvegarde de la dette. Tu vois, quelque chose comme ça. Hein. Alors, c'est quoi? C'est que bah, de la même manière que quand il faut aller faire la guerre en Ukraine, les pauvres Ukrainiens, ils sont désignés volontaires d'office pour aller se faire tuer dans une tranchée. Alors, le dernier bilan russe hein, de la guerre en Ukraine, c'est 1 million de morts côté ukrainien. On va dire que les Russes exagèrent un petit peu, mais en tout cas, si on dit qu'il y a au moins 500 000 Ukrainiens qui se sont, qui ont protégé leur nation au péril de leur vie pour être enterrés dans une tranchée comme à Verdun en 14, on ne doit pas être très très loin de la vérité. Et c'est un bain de sang côté russe, hein, que tout le monde se rassure, tout le monde meurt, hein, ça c'est très très bien. C'est l'égalité dans la mort, ça, elle est tout et dans la guerre et dans les morts dans les tranchées, elle est toujours bien assurée. Bah de la même manière, vous serez désigné volontaire d'office pour assurer la solvabilité de l'État quand vous êtes épargnant. Alors, on est dans une démocratie, il y a un conseil constitutionnel, on n'a pas le droit de vous prendre votre épargne comme ça, il y a le respect de la propriété privée, l'épargne reste privée, donc ce ne sera pas du tout un vol de votre épargne, hein, ça sera un emprunt, un grand emprunt national. Et donc, vous devrez apporter 5%, 10%, 20%, 30%, 50%, que sais-je, en fonction de de la gravité de la situation, de l'épargne disponible que vous avez sur vos comptes. Voilà ce qui peut très certainement se produire si jamais François Bayrou devait faire face à une attaque des marchés, rassurez-vous. Quoi qu'il arrive, la France ne fera pas faillite. La France assurera sa solvabilité. Et oui, pour une simple et bonne raison, c'est que nous, les particuliers, nous, les épargnants, nous sommes en réalité la caution ultime de l'État français. C'est notre patrimoine. D'ailleurs, vous entendez cette petite musique, le patrimoine des Français, le patrimoine des Français, le patrimoine des Français. Oh là là, l'épargne des Français, l'épargne. Mobiliser l'épargne des Français, utiliser l'épargne des Français, flécher l'épargne des Français. Donc quand vous entendez ça, vous devez évidemment frémir et prendre peur. Alors, comment se protéger de ça en n'ayant pas d'épargne?
Voilà, c'est assez simple, hein. Donc, comment se protéger de ça? Ben, déjà, un, en n'ayant pas d'épargne. Deux, en ayant de l'épargne placée, hein. C'est-à-dire que je vous rappelle, Philippe l'a très justement dit, alors il faut jouer avec le système. Bon, alors tout ça, Philippe en parle dans ses lettres. Moi, j'en parle également dans mes dossiers, dans mes lettres stratégie, avec des stratégies d'épargne et de protection patrimoniale qui sont adaptées à chaque situation. Mais pour dévoiler par exemple une des petites techniques possibles, eh bien, c'est de simplement prendre le système à son propre jeu. Philippe vous disait tout à l'heure que les lobbyistes européens, c'est avant tout des lobbyistes américains. Bon, donc on va pas se fâcher avec les États-Unis dans les décisions qu'on va prendre. Donc aucune des décisions que nous allons prendre seront du type de décision qui pourrait nuire aux intérêts américains. Donc, si vous avez par exemple des actions d'entreprises américaines, il est fort à parier que on ne viendra pas vous taxer sur une épargne investie en actions américaines, puisque vous seriez obligé de revendre des actions américaines. Si tous les Européens revendaient au même moment leurs actions européennes, ça ferait baisser les cours des actions européennes, ça arrangerait pas le retraité du Michigan ou du Midwest. Donc, pas de raison que ce soit taxé, par exemple, au titre d'un emprunt obligatoire. Vous voyez, donc c'est ce genre de logique dans lesquelles il faut commencer à rentrer pour savoir comment placer son épargne, pour essayer de mieux protéger évidemment son épargne d'une rapine possible. Une autre technique est de mettre entre votre épargne et vous une structure entreprise pour relever du droit des entreprises et puis évidemment pour pouvoir faire considérer votre épargne non pas comme du cash que vous auriez sur vos comptes, mais comme de la trésorerie d'entreprise. Du compte courant. Du compte courant d'associé, par exemple. Alors, souvenez-vous d'ailleurs de ce qu'avait dit Christine Lagarde il y a quelques années, juste au moment où elle était entre deux fonctions. Elle quittait la direction générale du FMI pour devenir présidente de la Banque Centrale Européenne. Elle est interrogée, alors je ne sais plus si c'est sur France Inter ou sur RTL, de mémoire, il me semble que le fond était rouge, mais enfin bon, je dis peut-être une bêtise, les auditeurs corrigeront ça dans les commentaires en dessous, mais elle dit quoi? Elle dit, de toute manière, en cas de problème, de solvabilité, etc., les gens préféreront que l'on sauve leur flux de revenus plutôt que leur stock d'épargne. Par définition, et ce que je vais dire est terrible pour tous les épargnants qui nous écoutent, mais par définition, l'épargne ne sert à rien. C'est-à-dire que on est très content, hein. Imaginez un riche qui a 500 000 euros d'épargne, il est très content. Déjà, c'est un méchant riche dans la doxa LFI, mais en dehors d'être un méchant riche, qui a peut-être travaillé toute sa vie pour économiser tous ces sous-là, mais ces 500 000 euros d'épargne, objectivement, il n'en fait rien, puisqu'il ne les dépense pas. D'accord? Donc, il n'en fait rien. Il les a stockés pour les dépenser plus tard, hein. C'est pas, imaginez bien, pas moi qui suis en train de critiquer ça, mais pour les dépenser plus tard. Mais Non, il les a prêtés à l'État. Il n'y a pas d'épargnant qui a des liasses de billets. Tout l'argent dont on parle, à part 5 ou 6 de liquidité à vue, c'est de l'argent qui est déjà mis à la disposition de notre cher État. oui, C'est mais c'est- ça, c'est Philippe, des SICAV monétaires, c'est des SICAV obligataires, c'est du livret A. Tout cet argent, l'État en dispose déjà. oui, mais Philippe, là, tu as, tu as entièrement raison. C'est-à-dire que l'argent que nous avons sur nos comptes est en réalité utilisé par les banques. Donc, effectivement, il est utilisé soit pour financer l'économie, soit donc des crédits qui sont faits aux agents économiques, que ce soit vos crédits immobiliers, vos crédits professionnels, vos crédits perso, etc. Donc, soit l'argent est prêté sous cette forme-là, soit l'argent est prêté, bien évidemment, aux États sous forme de titres de dette et d'emprunts obligataires. Donc Philippe, à court terme, à long terme ou à moyen terme, Philippe a entièrement raison là-dessus. Le problème, c'est que déjà, Bruno Le Maire n'avait pas compris ce mécanisme, hein. Donc, et beaucoup n'ont pas compris ce mécanisme. Je parle de nos dirigeants politiques. Ils pensent qu'effectivement, sur les 30 000 milliards d'épargne, il y a 30 000 milliards qu'on pourrait prendre parce que c'est 30 000 milliards de sous qui seraient stockés là et qui ne seraient pas utilisés. Ils pensent vraiment ça. Et alors, si plus vous allez aller sur le spectre de gauche, plus les types pensent qu'ils peuvent vous prendre votre épargne
Parce que cette épargne, elle est là, elle est disponible, elle est sur les comptes, et ils n'ont pas non plus compris que la fortune de Monsieur Arnaud, qu'on peut aimer ou détester, c'est pas le sujet. La fortune de Monsieur Arnaud, c'est pas du cash, c'est la valorisation des actions de son entreprise. Mais enfin, ça n'a rien à voir avec de l'argent qu'il aurait sur son compte en banque et qu'on pourrait venir lui prendre sous forme de monnaie sonnante et trébuchante. Donc Philippe a entièrement raison. Mais il y a une immense confusion de la part des dirigeants politiques sur ce sujet-là qu'ils ne maîtrisent pas, et tu as eu raison d'en parler. La deuxième chose, c'est que les gens ont beaucoup d'argent sur leur compte courant et que là où on a du placement, alors c'est un tout petit peu technique, mais ça serait de la transformation, une forme de transformation. Là où on a du compte courant ou de l'argent stocké sur des comptes qui est de l'argent prêté à court terme, l'enjeu serait de transformer ces sommes-là en crédit à très long terme. D'accord. Et donc, un emprunt comme ça obligatoire serait un emprunt sur 30 ans, sur 40 ans, sur 50 ans, que vous pourriez transmettre au niveau de vos successions, blablabla, blablabla, ça. Vous inquiétez pas, ils feront ça très très bien, et puis on vous remboursera un jour en monnaie de singe, comme les emprunts russes 70 ans plus tard. Mais entre-temps, on aura réglé le problème. Et donc, j'en reviens à ce que disait Christine Lagarde. Elle disait que les gens préféreraient sauver leur flux de revenus que leur stock d'épargne, parce qu'encore une fois, le stock d'épargne, on ne l'utilise pas au quotidien, alors qu'en fait, on vit au quotidien avec son salaire. Et que, de surcroît, la distribution de l'épargne est telle que, évidemment, le nombre de riches qui sont concernés par l'épargne est extrêmement faible par rapport au nombre de gens concernés par leur flux de revenus, que ce soit les revenus professionnels ou les revenus de retraite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en cas de problème, l'État, l'Europe, ira taper dans le stock d'épargne et pas dans le flux de revenus. Donc, la manière ultime de protéger son épargne, c'est d'essayer de camoufler son épargne sous forme de flux de revenus, mais plus sous forme de stock d'épargne. Voilà la réflexion que je voulais échanger avec tout le monde. Euh, Aussi imparfait soit mon raisonnement, puisqu'effectivement, encore une fois, Philippe a raison sur le fait que ce stock d'épargne n'est pas disponible en totalité par rapport à ce qu'on peut dire. Et donc, justement, l'une des manières de camoufler son stock d'épargne, c'est aussi de l'investir dans des choses que l'État ne pourra pas venir prendre. Je vous avais donné le cas des actions, mais il y a plein d'autres choses, mais on ne va pas non plus tout dévoiler aujourd'hui. En tout cas, il existe beaucoup de stratégies à mettre en place pour se protéger des risques économiques à venir. Les risques économiques, le risque, ça s'appelle, oui, la rapacité de l'État, et puis aussi ne pas être victime de notre incapacité à éviter certains écueils. C'est-à-dire que je parle, là, je vais m'adresser un petit peu aux parents. Il faut mettre vos enfants dans des filières qui vont pas être délocalisées ou qui vont pas être totalement concurrencées sans espoir qu'on puisse un jour avoir le moindre rayonnement, qu'on ne soit pas concurrencé ou par la Chine ou par les États-Unis. Alors, on a vu qu'il y avait peut-être un espoir que la France se positionne sur la mouvance intelligence artificielle. Et je dois dire que là, il y a peut-être la moitié des métiers de demain qui restent à inventer grâce à ce domaine particulier. Mais la seule entreprise française qui avait peut-être la taille et derrière les investisseurs avec un carnet de chèques bien épais est partie en Californie. C'était Mistral. Donc, s'il faut envoyer vos enfants éventuellement faire des études à l'étranger, pour ceux qui le peuvent, je pense que c'est quelque chose à considérer. Et je dirais aujourd'hui, comme on l'a évoqué pour l'épargne, qui est malheureusement très très vulnérable, c'est-à-dire que si d'un seul coup on décide que la France, il y a une situation de crise, les banques fermeront le vendredi soir et rouvriront pas le lundi. C'est exactement ce qui s'est passé déjà à Chypre. Et on vous dira, voilà, il y a tant de parties de l'épargne. Alors là, bon, elle n'est pas confisquée comme à Chypre, mais elle est convertie immédiatement en grand emprunt. Et là, vous n'aurez rien à dire. En vous dire mais, que ça, le grand emprunt, c'est un pari sur l'avenir, etc., etc.
Donc, pour échapper à la saisie possible de l'épargne, il y a évidemment la solution soit d'investir en actions actuellement au plus haut historique aux États-Unis, avec des PER qu'on n'a jamais connus, même en l'an 2000. Ça paraît quand même un petit peu risqué. Heureusement, il existe des produits d'investissement qui ont le statut juridique d'action, mais qui sont simplement des outils qui vous offrent, grosso modo, le rendement moyen du marché. Autrement dit, c'est comme si vous touchiez le dividende. Bon, actuellement, vu la cherté du marché, le dividende en relatif, il est plus faible. Mais vous n'avez quasiment aucun risque sur le sous-jacent. Et surtout, comme vous détenez quelque chose qui a le statut d'action, l'État ne peut pas vous le saisir. Après, il y a effectivement la solution de l'entreprise. Donc, vous créez une structure, vous alimentez donc la trésor, hein, donc vous mettez de l'argent en compte courant, il devient de facto insaisissable, parce que le compte courant, ça sert pour régler en théorie les fournisseurs, les travaux, le recrutement d'un équipier supplémentaire, etc. Et l'entreprise, vous pouvez aussi lui donner comme destination, par exemple, d'acheter un bien immobilier, non pas en France où on va se faire massacrer, vous l'avez compris, avec les impôts locaux, voire le retour des taxes foncières, mais investir dans de l'immobilier dans un pays où l'immobilier est à un prix abordable et offre un rendement sympathique. Euh, Tout le monde penserait évidemment à l'Espagne, mais aujourd'hui, rien n'interdit pourquoi pas, d'envisager la Bulgarie, etc. Et des pays qui, en plus de ça, respectent tout à fait la propriété privée. Donc mon conseil, c'est que si vous décidez d'acheter un bien à l'étranger, faites-le au travers d'une structure de type entreprise et faites bien attention que le pays dans lequel vous investissez respecte vraiment le principe de propriété privée, c'est-à-dire que s'il y a des squatteurs qui vont s'installer chez vous parce que vous êtes français et que vous n'y êtes que 2 mois par an, il ne faut pas que les squatteurs se trouvent protégés quelque part par les lois du pays. Voilà. Donc faites attention à ça, mais une fois que vous êtes garanti que votre propriété privée sera bien préservée, vous achetez un bien, vous le mettez en location, soit pour du loisir pour les mois d'été, ou pourquoi pas les mois d'hiver si c'est à la neige, ou carrément vous le louez toute l'année si c'est une location urbaine, et vous avez des flux de revenus. Vous n'avez plus d'épargne saisissable en France. En plus de ça, vous faites un emprunt, donc vous devez de l'argent. Donc on va, en plus de ça, pas vous en prendre. Ensuite, vous avez bien sûr la solution de détenir une épargne sous forme d'or en dehors des frontières françaises, avec des formules de stock d'or servant de collatéral pour une carte de crédit. Euh, Autre solution, bah, détenir aussi 20, 30, 40 000 équivalents euros en monnaie euh, de pays bien gérés, c'est-à-dire peut-être un petit panaché de francs suisses, de couronnes norvégiennes, de dollars singapouriens, et puis bien sûr du dollar, parce que là, ce qu'on voit se dessiner quand même pour les mois qui viennent, c'est l'euro retombant à parité avec le dollar, voire passant même en dessous de la parité, ce qui s'est déjà produit il y a 18 mois, et qu'on peut revoir. Donc, même si on trouve, enfin, on n'aime pas Donald Trump, néanmoins, la monnaie américaine va toujours valoir quelque chose, on va dire, dans un avenir prévisible d'au moins 2 ans. Donc, avoir un petit peu d'argent liquide, ce qui, en plus de ça, en cas de souci, vous permet de sortir des frontières. Voilà. Et bien sûr, ouvrir pour de l'épargne sur lequel vous voulez adosser une carte de crédit, vous pouvez ouvrir un compte dans des structures bancaires helvétiques. C'est tout à fait légal à partir du moment où on déclare l'ouverture du compte. Vous mettez aussi de l'argent
hors zone euro, hors système bancaire européen, parce que vous soyez au sud de l'Italie ou au nord de l'Allemagne, s'il y a d'un seul coup la décision prise de ponctionner l'épargne européenne, vous allez être obligé vous relever des directives de la BCE. Donc, débancarisez-vous de la zone euro. Voilà, donc c'est mes trois conseils. Compte dans des pays hors zone euro, détention de liquidités autres que l'euro, détention d'actions ou d'outils équivalents à des actions, peu importe qu'elles soient européennes, américaines, c'est pas la question. La question, c'est d'avoir quelque chose qui a le statut fiscal d'une action. Et puis, on l'a évoqué, bien sûr, de la détention d'immobilier au travers d'une société d'investissement. Et je pense que Charles va pouvoir peut-être compléter. Enfin, déjà là, vous êtes déjà beaucoup, beaucoup moins vulnérable à la taxation de l'immobilier si vous détenez des biens en France, à des quasi-saisies de votre épargne si d'un seul coup l'Europe se retrouvait en situation de crise. Et bien entendu, tout ce qu'on dit là, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Vous ne pouvez pas d'un seul coup décider que vous allez créer une entreprise et investir et acheter un bien en Espagne, euh, un chalet je ne sais pas où les gens font du ski. Enfin, c'est évidemment des décisions qu'il faut commencer à prendre maintenant. Alors Charles, est-ce que vous avez un dernier conseil à apporter à nos lecteurs et peut-être un message d'espoir aussi à leur partager? Alors, pour le message d'espoir, ça va être compliqué. Euh, pour le message des sports, ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que, en réalité, Philippe l'a évoqué tout à l'heure. Il disait, mais politiquement, qui porte une voix dissonante et différente, c'est-à-dire une voix qui ne soit pas maastrichtienne, comme dirait Michel Onfray. Il dit, je ne sais pas qui sera le prochain président, mais je peux vous dire comment il sera. Et il sera, dans 100% des cas, un président ou une présidente maastrichtienne pour Bruxelles, pour l'Europe, pour l'Union européenne, pour l'euro. Bon. Et donc, finalement, contre la souveraineté française. Ça nous amène à deux constats. Le premier constat, c'est que si la solution n'est pas politique avec un changement politique majeur et donc la mise en place d'une vision qu'on va aller dire gaullienne traditionnelle concernant la souveraineté de la France, la grandeur de la France et son indépendance économique, monétaire, politique et puis évidemment militaire. Si une voie politique comme celle-là ne peut pas être empruntée, que reste-t-il? On a éliminé cette voie politique. Donc si on élimine cette voie politique, il nous reste soit encore plus d'Europe et encore moins de France, soit l'effondrement complet de la France, l'un et l'autre étant d'ailleurs tout à fait possible simultanément. Et n'est-ce pas peut-être ce à quoi nous sommes en train d'assister, ou en tout cas en termes de prémices, puisque si la France n'a plus de gouvernement et si la France se retrouve, alors que nous avions des institutions extrêmement solides et extrêmement efficaces, par le Front républicain et le barrage de Castor Junior, eh bien, on a dévoyé ces institutions et donc on s'est retrouvé avec le blocage des institutions de la Ve République qui pourtant étaient faites pour éviter ce genre de blocage à l'Assemblée nationale. On a la même chose en Allemagne aujourd'hui. Donc les deux plus grands pays de la zone euro et de l'Union européenne, la France et l'Allemagne, sont aujourd'hui englués dans des crises politiques dont on ne voit pas l'issue. Pourquoi cette crise politique en France, en Allemagne, mais finalement dans tous les grands pays européens? Quel est le dénominateur commun? Le dénominateur commun, c'est l'européisme, c'est le mondialisme. Donc nous avons une crise profonde du mondialisme et de l'européisme dont le Mercosur, le projet d'accord, enfin, c'est plus le projet, c'est l'accord signé entre Ursula von der Leyen et le Mercosur au nom de l'Union européenne, n'est que le dernier des avatars et ultime des avatars, mais nous sommes dans une crise de l'Union européenne, de l'européisme et du mondialisme dont les peuples ne veulent pas. Et donc,
on est dans cette situation où on ne sait pas sur quel côté la pièce va retomber. Elle a été lancée. Est-ce que ça va retomber du côté de l'explosion de l'Union européenne et le retour aux États-nations? Est-ce que, au contraire, ce sera encore plus d'Europe et la fin définitive des États-nations qui ne voulaient pas mourir mais vont mourir quand même, que ce soit l'État-nation allemand, que ce soit l'État-nation français, et puis évidemment tous les autres qui sont plus petits, qui vont disparaître sous les coups de butoir de l'Union européenne? Aujourd'hui, les choses ne sont pas écrites. Ça peut aller dans un sens comme ça peut aller dans l'autre. Dans tous les cas, il faut bien mettre ça en perspective historique. Vous savez, la France s'est créée par l'éradication de toutes les identités régionales. Tout ce qui était les duchés, tout ce qui était les régions, les régionalismes, les langues régionales. Tout ça, ça a été éradiqué. Alors, ça a été éradiqué récemment par la République, par l'école laïque républicaine de Jules Ferry, où on luttait contre tous les patois, pied à pied. Ces hussards de la République faisaient disparaître les identités régionales et les langues locales. Mais ça a été fait aussi dans le sang, toujours par la République naissante. Je pense à la guerre en Vendée, les Chouans. Mais si vous remontez plus loin dans le temps, tous les rois qui ont fait avancer le royaume et qui ont fait agrandir le royaume l'ont agrandi toujours au détriment d'une région, d'un duché, d'un potentat local. Bref, on a éradiqué les identités locales pour faire émerger la France. De la même manière, il est assez logique que pour faire émerger les États-Unis d'Europe, vous deviez éradiquer les identités nationales. Je pense qu'il est très très important de comprendre cela et de comprendre et de voir l'histoire sous cet angle-là pour comprendre ce qui nous arrive et ce que nous sommes en train de vivre et le moment que nous traversons. Et le moment dans lequel nous arrivons est un moment de choix, le dernier choix. Euh, Donald Trump aurait dit, This is a crossroad in our history. C'est un croisement dans notre histoire. Et qu'est-ce que nous allons choisir comme croisement? Plus d'Europe et la disparition définitive de nos États-nations, ou moins d'Europe et le retour à plus de nations et à plus de souveraineté et donc à plus de démocratie. Ce choix, il vient de recevoir une réponse absolument sans ambiguïté aux États-Unis, où les Américains ont fait le choix de plus de nations et de moins de mondialisme. Nous avons le choix entre moins d'européisme et moins de mondialisme, hein. Nous, c'est la double peine en Europe, européisme et mondialisme, contrairement aux États-Unis où ils ont que le mondialisme. Euh, Est-ce que l'Europe va faire un choix différent? Est-ce que les peuples vont être en mesure de porter un choix différent? Et si les peuples ne sont pas en mesure de porter un choix différent, eh bien, il est à redouter ce qu'il se passe à chaque fois qu'il n'y a pas de solution politique et de solution démocratique, c'est-à-dire quand il n'y a pas la solution pacifique, eh bien, il y a évidemment la solution par la violence. Et donc, ce qui est à redouter, c'est une éruption volcanique, alors certainement beaucoup plus en France qu'en Allemagne. Donc en France, il est à redouter un, un tsunami politique dans les urnes, avec pourquoi pas peut-être une montée incroyablement imprévue de ce qu'on appelle l'extrême droite allemande. Et en France, quand nous en serons à notre deuxième ou troisième Premier ministre et à une incapacité à diriger, il est fort probable que tout ça, ça se finisse dans la rue et par un effondrement total. Voilà. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, le risque d'effondrement et de résolution par l'effondrement devient une possibilité de plus en plus crédible, non pas une certitude, hein, loin de là, mais ça devient une véritable hypothèse de travail. Donc ça, c'est très important. Philippe parlait de ce que les gens devaient décider pour eux-mêmes. Et donc, il est très important de travailler aussi sa résilience personnelle et de ne pas exclure un scénario d'effondrement
pouvant même être aussi accompagné de violences très importantes. Ouais, donc pas vraiment de message d'espoir. Le redressement se fera sans doute après l'effondrement, mais ça, c'est aussi l'histoire de notre pays, de très grandes phases de grandeur et d'expansion, et puis des effondrements d'ampleur historique, suivis de recovery, c'est-à-dire d'une renaissance, comme on dit aux États-Unis, et comme on est capable aussi de le faire en France. Mais écoutez, merci beaucoup Charles pour toutes ces réponses et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager la vidéo si le contenu vous a plu. Je vous invite également à télécharger le dernier rapport des publications Agora qui se trouve dans la description de la vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain entretien. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo.